Bien, bonjour à tous et toutes. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle séance. Le cours d'aujourd'hui sera un petit peu compliqué, donc je préfère vous faire une petite vidéo qui vous permettra de le réécouter peut-être plusieurs fois ou en tout cas de suivre plus aisément le contenu de ce cours. Pourquoi ? Eh bien, nous sommes toujours dans notre cours sur la littérature et les arts fantastiques, mais aujourd'hui, nous allons aborder une question qui est la relation entre le fantastique et la libre pensée. Question un petit peu complexe, parce qu'il faut la recontextualiser, c'est-à-dire il faut la placer dans les époques où elle s'est véritablement manifestée, c'est-à-dire plutôt 16e, 17e, 18e siècle. Alors nous avons vu dans les séances précédentes tout d'abord ce qu'était le fantastique comme type d'œuvre artistique, que ce soit en peinture, au cinéma, en musique. Berlioz fait en 1830 une symphonie fantastique. Alors on a trois grandes définitions qui sont nées dans les années 60-70. La première, c'est celle de l'ethnologue Roger Caillois. Roger Caillois, en 1965, propose de définir ce qu'est le fantastique en s'intéressant à essentiellement l'époque à laquelle se passe l'œuvre. Il constate en effet que dans tout ce qu'on appelle fantastique, c'est-à-dire ces œuvres dans lesquelles il y a un mélange entre le réel, tel qu'on peut l'apercevoir, le monde réel, et puis d'un autre côté, un élément perturbateur, qu'on appelle l'étrange, qu'on appelle l'anormal, qu'on appelle plutôt le surnaturel. Donc dans ces œuvres qui mêlent réel et surnaturel, eh bien dans ces œuvres, soit on assiste à la présentation d'un monde qui est comme le nôtre, notre époque finalement, et Caillois dit, cela précisément, on l'appellera le fantastique. Le fantastique, c'est donc une œuvre dans laquelle intervient un élément surnaturel dans un monde réel. Deuxième solution, nous dit Roger Caillois, le monde décrit est ancien, passé, pré-industriel, médiéval. Auquel cas on parlera de merveilleux. C'est le cas du conte, c'est le cas d'œuvres telles que Le Seigneur des Anneaux, épée, chevalier, sorcière, elfe, gobelin. Bon, les Britanniques ont un terme à la place de merveilleux qui est peut-être plus clair, c'est tales, c'est-à-dire contes, of sword and sorcery, des histoires d'épée et de sorcellerie, tales of sword and magic, des histoires d'épée et de magie. Bon, donc on voit bien Cendrillon, La Belle au bois dormant, les œuvres de ce type-là. Le monde est réel, c'est le fantastique. Le monde est médiéval, ancien, sans technologie, sans voiture, sans télévision, sans ordinateur. Nous sommes dans le merveilleux. Et puis le monde est futuriste, les autres planètes, ou un monde avec des données technologiques n'existant pas à notre époque, eh bien, on parlera de science-fiction. Trois distinctions, donc, pour Roger Caillois. Distinction dans ce qu'on appelle en gros le fantastique, des œuvres qui mêlent réel et irréel. Et ces trois distinctions, elles renvoient à l'époque à laquelle se passe l'histoire. Blanche-Neige, époque antérieure à la nôtre, merveilleux. Alien, la guerre des étoiles, époque postérieure à la nôtre, science-fiction. Et puis ce qui se passe chez nous, à notre époque, le fantastique. Bon, ça c'était la première définition, c'était celle de Roger Caillois. Il y a une deuxième définition qui n'est ni meilleure ni moins bonne, qui regarde autre chose, qui est celle de Witold Ostrowski. Et Ostrowski, lui, ne se demande pas quand ça se passe, mais il se demande ce qui se passe.
qu'est-ce qui se passe dans un texte fantastique. Et Ostrowski nous dit que dans un texte fantastique, au bout du compte, il y a un élément qui devient étrange, bizarre, anormal, surnaturel, un ou plusieurs. Et il fait la liste de ce qui peut devenir anormal ou bizarre. Il fait une liste de 8 éléments. Certains sont tout à fait simples à comprendre, d'autres sont un peu plus complexes. Bon, nous avons fait un cours là-dessus, même plus d'un. Par exemple, parmi ces éléments, nous avons le lieu dans lequel se passe l'histoire ne réagit plus comme un lieu normal, ne répond pas aux règles de la normalité. C'est par exemple les maisons hantées. Mais ça peut être une île où il se passe quelque chose d'anormal. Dans King Kong, on arrive sur une île. Sur cette île, il y a un singe géant, il y a des dinosaures. Bon, on est au XXe siècle et pourtant, le lieu ne réagit pas comme il devrait réagir. On pourrait parler de Tarzan aussi, au cœur de la jungle, il y a un homme qui commande aux éléphants et aux lions. Bon, c'est pas tout à fait normal non plus. Parmi ces 8 éléments qui deviennent bizarres, étranges, il y a le lieu, il y a le corps, on a des dents qui poussent, on est un vampire, on est immortel, on est un vampire là aussi, on a des poils qui poussent, on est un loup-garou. Bon, le corps devient anormal. Les objets ont des caractéristiques qui ne sont pas les caractéristiques normales. On a des armures magiques, des épées magiques. L'esprit possède des pouvoirs que l'esprit normal ne possède pas. C'est la magie, par exemple. Dans la guerre des étoiles, c'est la force. On déplace grâce à son esprit les objets. Qu'est-ce qui devient anormal ou bizarre encore ? Nous avons le temps. Le temps s'arrête de couler. On peut remonter le temps, on peut avancer dans le temps. Le temps s'arrête. C'est la machine à explorer le temps de H.G. Wells. Au cinéma, c'est par exemple Retour vers le futur. Qu'est-ce qui encore devient impossible ? C'est les buts que se fixent les personnages. Frankenstein, il veut créer la vie à partir de morceaux de cadavres. C'est pas possible. C'est les actions qu'ils entreprennent. Chez Jules Verne, dans Voyage au centre de la Terre, on descend dans un volcan. Dans le nord de l'Europe, on explore le centre de la Terre, on est recraché par un volcan en Italie. Bon, c'est une action qui n'est pas possible. C'est encore les simples règles de la causalité. Le monde réel, le monde qui nous entoure, il est régi par un certain nombre de lois physiques. La plus simple, c'est la pesanteur. Je jette quelque chose, cette chose tombe. Superman, lui, il vole. Il vole, c'est donc les lois naturelles qui sont enfreintes par cette situation. Nous avons donc un certain nombre d'éléments qui dérogent aux règles de la normalité. La définition de Roger Caillois, elle se demandait où se passe l'œuvre, et donc il fait une distinction entre merveilleux, monde d'avant, fantastique, monde actuel, science-fiction, monde d'après. Witold Ostrowski, lui, se pose une question, c'est qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, un élément devient anormal. Et puis nous avons une troisième définition qui est celle de Tzvetan Todorov. Nous sommes encore dans ces années 60-70. Et Todorov, lui, renverse un petit peu le problème, puisqu'il propose une définition qui va reposer non pas sur le lieu, non pas sur ce qui se passe, mais sur une autre dimension, c'est quel sentiment ça provoque. Et il nous dit que le texte fantastique a pour but de présenter une hésitation. Je suis dans le monde réel, voilà, je suis dans mon salon, et les objets se mettent à bouger. Anormal. Je vais avoir donc une réaction, que je sois lecteur, spectateur, ou que je sois héros de l'histoire. Je vais me dire, est-ce vrai, est-ce faux, est-ce possible, est-ce impossible ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Et le fantastique pour Todorov, c'est ça, c'est cet instant au cours duquel on hésite entre réel et irréel. Le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par le personnage ou le lecteur face à un événement
étrange. Et une fois que l'hésitation est passée, eh bien, on a des choix. Soit on s'aperçoit qu'il ne se passe rien d'anormal. On a rêvé. On s'est endormi. On avait trop bu. On était drogué. On était victime d'une conspiration. C'est ce qu'on a vu dans Le Chien des Baskerville, de Conan Doyle. Sherlock Holmes, il démontre qu'il n'y a pas un chien sorti de l'enfer qui tue les Baskerville, mais que c'est une conspiration de la partie pauvre de la famille pour se débarrasser de la partie riche de la famille. Donc on a rêvé. Il ne s'est rien passé d'anormal. Ou deuxième solution, il y a effectivement des éléments impossibles. Le monde n'est plus compréhensible. Les règles normales ne suffisent plus. Nous avons effectivement des vampires qui existent. Nous avons effectivement la possibilité de ranimer des cadavres avec de l'électricité, comme dans Frankenstein. Bon, les lois du monde sont à redéfinir. Et puis il y a une troisième solution, c'est que finalement je n'arrive pas à décider si oui ou non il se passe quelque chose d'anormal. Nous avons vu sur ce champ-là un texte qui est la Vénus d'Île de Mérimée. On sort une statue du sol de Vénus, et puis peut-être que cette statue tue, assassine un jeune homme, ou peut-être pas. Alors, on hésite et on ne peut pas décider si oui ou non. Donc ça, c'est les différentes définitions. Il y en a beaucoup d'autres, mais enfin celles-là sont les plus tranchées, on va dire, les plus intéressantes parce qu'elles regardent des éléments différents. Les trois définitions essentielles du genre fantastique. Mais maintenant, et c'est l'objet de ce nouveau cours, on va se poser une nouvelle question, c'est pourquoi les auteurs écrivent-ils, fabriquent-ils des œuvres fantastiques? Et pour cela, nous allons avoir besoin de remonter un petit peu dans notre histoire artistique. Nous allons avoir besoin d'explorer un petit peu les motivations d'écrivains qui vivaient à des époques qui ne sont plus la nôtre. Et une des premières raisons qui fait que les écrivains produisent des œuvres mêlant le réel et l'irréel, une des premières raisons, c'est de parvenir à contrer la censure. C'est d'échapper à la censure, c'est d'arriver à exprimer son opinion sans avoir d'ennui avec la justice, avec la police, avec le pouvoir en place. Je vais l'exprimer d'une manière très très simple. Si nous vivons sous une dictature, et que moi je souhaite dire que le roi, disons le roi est un mauvais roi, que ses ministres sont corrompus, que les gens vivent dans la misère, soit je fais un texte dans lequel je dénonce cela, mais si nous sommes sous une dictature, je risque peut-être d'aller en prison, je risque peut-être d'avoir des amendes, je risque d'être menacé. Soit, eh bien, j'utilise cette œuvre fantastique qui mêle le réel et l'irréel pour réussir à dire ce que je veux dire, mais en étant en quelque sorte caché. Je vais vous dire que la nuit dernière, alors que je dormais profondément, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, une fée m'est apparue. Et cette fée venait de la lune, et sur la lune, ils ont un affreux roi. Un roi qui abuse de tous les pouvoirs, un roi qui a des ministres corrompus, et ses sujets vivent dans la misère. Alors évidemment, tout le monde va comprendre qu'en fait, je parle de mon pays. Sauf que, quand je passerai en jugement, quand je serai arrêté, je dirai, oui, mais c'est une fée qui me l'a dit, ça n'existe pas. Ça se passe sur la Lune, ça n'existe pas, les habitants de la Lune. Et puis, c'était un rêve. Et donc, ce principe de mêler réel et irréel permet de traiter de sujets qui sont théoriquement interdits. Et nous allons voir 3 sujets qui sont théoriquement interdits. Pour le cours d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la liberté de croyance, sur ce qu'on appelle donc la libre pensée, ou
le choix de croire ou de ne pas croire. Un deuxième grand champ sera celui de la politique, de la contestation du pouvoir politique. Et le troisième grand champ que permet la littérature fantastique ou l'œuvre fantastique en général, c'est celui de la sexualité, avec deux grands champs qui sont donc les sexualités qui ne sont pas reconnues comme étant admises à différentes époques, c'est l'homosexualité et c'est la sexualité des religieux. Alors aujourd'hui, littérature fantastique et libre pensée. Alors il faut, pour comprendre comment et pourquoi les écrivains en sont venus à se cacher derrière des sorcières, derrière des habitants de la Lune, derrière des magiciens, derrière des créatures de toutes sortes, pour pouvoir revendiquer des opinions politiques, religieuses, morales, il faut se replacer dans le contexte de ce qu'a été pendant 1000 ans l'expression, la libre expression dans un pays comme la France, mais enfin on pourrait élargir à tous les pays presque d'Europe. Je vais partir de deux auteurs que vous connaissez, de nom en tout cas, qui sont Racine, auteur de théâtre, et Corneille, lui aussi auteur de théâtre. Alors ce ne sont pas des auteurs fantastiques, mais ils vont nous permettre de réfléchir justement à cette idée de libre expression. Nous sommes sous un roi, Louis XIV. C'est un roi qui développe une idée très particulière de ce qu'est la France. Il veut, comme déjà son père Louis XIII et quelques-uns de ses prédécesseurs, en particulier François Ier, il veut imposer la France comme une grande nation parmi les nations européennes, et l'idée qui naît progressivement dans son esprit, c'est qu'une grande nation, elle se caractérise par un certain nombre de domaines artistiques dans lesquels on peut dire qu'il y a là un style, une façon de faire, une approche typiquement française. Louis XIV, c'est un grand roi de guerre, il aura fait la guerre toute sa vie, il a conquis des régions, l'Alsace par exemple, la Franche-Comté, il aura fortifié tout le pourtour de son territoire, c'est l'œuvre de Vauban, mais aussi il tentera de faire rayonner la France par la définition d'un art totalement français. On prend une pièce de théâtre et on dit « Ah ben ça c'est de l'art français ». Voilà, c'est ça qu'il veut. Voilà pourquoi il crée des académies. Académie de peinture, académie de musique, académie des inscriptions et belles-lettres, académie d'opéra, académie de danse. Dans tous les domaines artistiques, et au-delà même, l'architecture par exemple, il imposera aux artistes français de définir des règles de production qui ne sont pas appliquées ailleurs qu'en France, de définir ce qu'est le beau, ce qu'est l'esthétique, ce qu'est l'art typiquement français, et de produire selon cet art français. C'est ce que par la suite on appellera le classicisme. C'est une particularité française, ça se traduit par des œuvres qui respectent des règles très fermes, très strictes de production. C'est donc un roi qui a des idées très particulières sur l'art et qui, en matière de religion, a aussi des idées très arrêtées. La France est catholique. La France est catholique et rien d'autre que catholique. En 1685, il décidera de révoquer une loi d'un de ses prédécesseurs, un édit qui s'appelle l'édit de Nantes. Il a été signé à Nantes. C'est Henri IV qui avait, pour arrêter les guerres de religion, signé un texte qui autorisait, qui tolérait
la pratique de la religion protestante en France. Et Louis XIV, donc, 1885, révoque cet édit, il n'y aura en France que des catholiques. Il expulse tous les protestants de l'armée, il expulse tous les protestants de ce qu'on appellerait maintenant l'administration, c'est-à-dire les charges de l'État. Il pourchasse autant qu'il peut les protestants. Madame de Sévigné, qui est une de ses contemporaines, dit que les dragons du roi, c'est pas la créature mythologique, non, c'est l'armée, c'est la cavalerie, l'armée du roi, les dragons donc mettent les enfants à la broche dans le sud de la France. Donc on pourchasse les protestants, on les maltraite, on les assassine. Dans ce contexte-là, il est très difficile d'exprimer des idées ou des opinions qui sont contraires au pouvoir royal, qui sont divergentes par rapport à ce que veut l'autorité royale. Mais on peut, à travers ses œuvres, proposer des visions particulières, différentes du monde. Pour prendre donc deux exemples, Corneille, Racine. Ces deux exemples m'amèneront à un troisième qui nous fera basculer sur la littérature fantastique. Il y a chez Corneille et chez Racine une pensée politique, mais aussi une pensée religieuse assez différente, chez l'un et chez l'autre. Le premier, Corneille, c'est le plus ancien des deux, il est radicalement catholique. Il est radicalement catholique, et de fait, il y a une pensée catholique qui s'exprime dans ses œuvres. Ces œuvres, ces pièces de théâtre, elles racontent une histoire. Il se passe quelque chose, des personnages interagissent. Mais au-delà, une mentalité, une morale, une pensée, une philosophie émerge de ces œuvres. Et une philosophie très catholique. Qu'est-ce à dire ? Comment définir cette pensée catholique ? Comment le définir ? Bien, je dirais que, pour être assez clair, que ce qui caractériserait le plus simplement la pensée catholique de ce XVIIe siècle, c'est l'idée qu'il y a un Dieu créateur de l'univers, un Dieu créateur tel que la Bible le dit, il crée en 6 jours la terre, les hommes, les animaux, les étoiles, mais que ce Dieu créateur a une caractéristique, c'est que c'est un Dieu de miséricorde. Ah. Alors voilà un terme nouveau. Qu'est-ce que j'entends par là ? Miséricorde, ça veut dire pardon. Dans la pensée catholique, il y a un Dieu qui a donc fabriqué l'ensemble du monde, mais c'est un Dieu qui pardonne à ceux qui dévient, dérogent, s'écartent un petit peu de ses préceptes. Et c'est pourquoi, dans la pensée catholique, il y a une sorte de trois grands lieux après la mort. Vous avez ceux qui sont radicalement tournés vers le mal, l'enfer. Ceux qui ont eu une vie radicalement tournée vers le bien, le paradis. Puis l'entre-deux, c'est le purgatoire. C'est un lieu dans lequel on va expier ses fautes, on va vivre un certain nombre de... Alors, on est mort, donc les décennies, ou les années, ou les jours sont difficiles à estimer, mais enfin, en tout cas, on va, entre enfer et paradis, on va expier ses fautes. Et donc le vivant, l'homme de tous les jours, dans cette pensée catholique, il a des choix à faire. Il a à se positionner. Il a à dire s'il veut ou pas pratiquer le bien, pratiquer le mal, ou rester dans cette zone à la fois d'un côté ou de l'autre. L'homme est libre de ses choix. Dans les pièces de Corneille, cette liberté de choix se voit partout.
On a d'ailleurs une expression en français qui l'exprime. Quand on a un choix difficile à faire, on dit c'est un choix cornélien. Cornélien, c'est l'adjectif qui va avec Corneille. Les personnages, ils ont le choix. Le choix d'aller dans une direction ou dans une autre. La pièce peut-être que vous connaissez le plus, c'est le Cid. Rodrigue se bat ou pas en duel contre son futur beau-père. Il choisit de se battre contre lui pour une affaire d'honneur et le tue. Et à la fin de la pièce, Chimène est face au roi et à Rodrigue, et le roi lui dit, bon, vous voulez l'épouser ou pas, ce meurtrier de votre père? Et elle a un choix à faire. Et elle fait un choix. Cette pensée catholique qui organise le monde, elle se voit dans les pièces de Corneille, parce que les personnages ont le choix de leur destin. La pièce la plus claire, c'est une pièce qu'on étudie très peu de nos jours, mais qui est assez intéressante, c'est Polyeucte. C'est un jeune prince, ça se passe dans l'Antiquité, et il est païen, il ne croit pas au Dieu chrétien, au Dieu de la Bible, mais il a une révélation. Et il dit à un moment donné, j'ai le choix. Soit je reste à croire à mes idoles, à mes dieux païens, soit je romps avec ce monde-là et je deviens chrétien. Mais s'il devient chrétien, eh bien, il sera persécuté comme les chrétiens, il ne pourra plus épouser la fille du gouverneur romain de sa province. Bon, le choix est difficile, mais il a le choix, et il le fait. Ça, c'est Corneille. Il y a un autre grand écrivain de théâtre, c'est Racine. Et Racine, il a une pensée beaucoup plus proche de la pensée protestante. Et il ne croit pas, comme Corneille, que l'homme a le choix. Il croit que les hommes, quand ils viennent sur Terre, Dieu a prédestiné, a décidé de leur avenir. Dieu a dit, tu seras dans le bien ou tu seras dans le mal. Quand on est, tout est déjà décidé. C'est ce qu'on appellera le serf arbitre. Serf, ça veut dire esclave. Nous n'avons pas la possibilité de choisir notre libre arbitre. Nous sommes déjà prédestinés par Dieu. Tout a déjà été décidé en ce qui nous concerne. Et ça se traduit dans toutes les œuvres de de Racine. Quand la pièce de théâtre commence, quand le rideau s'ouvre, les personnages n'ont aucun choix. Tout est déjà décidé pour eux. Vous connaissez peut-être Andromaque. Quand la première scène de l'acte 1 commence, l'ordre d'assassiner le fils d'Andromaque est arrivé au palais. Ça mettra 2 heures, mais 5 actes plus loin, eh bien, l'exécution sera réalisée. Une autre pièce, Bajazet. Le jeune prince Bajazet est enfermé dans un sérail, ce qu'on appelle un harem, pauvre Bajazet. Il est donc enfermé là, et quand commence la pièce, l'ordre de mise à mort de Bajazet arrive dans le sérail. Il va tenter de se révolter contre cet ordre, d'y échapper, mais de toute façon, tout est organisé. Quand ça commence, tout est fini. C'est donc une autre pensée complètement différente, qui finalement fera la différence entre d'un côté plutôt les catholiques et de l'autre plutôt les protestants. L'œuvre de théâtre, elle exprime 2 idées qui sont finalement admises, qui est que d'un côté nous sommes plutôt libres de nos choix, parce que Dieu l'a voulu. De l'autre côté, c'est une idée qui est plutôt minoritaire en France, parce que Louis XIV, comme je l'ai dit, n'aime pas les protestants, mais qui a pignon sur rue tout de même, c'est que quand nous naissons, Dieu a déjà tout décidé pour nous, nous n'avons pas de choix.
Le grand philosophe de ce XVIIe siècle, c'est Blaise Pascal, et Blaise Pascal dira à un moment donné, nous ne savons pas, dans le doute, nous devons croire en Dieu et respecter ses pensées, ses ordres, parce que s'il existe, au moins nous irons au paradis, puis s'il n'existe pas, ça ne nous aura pas coûté grand-chose que de croire en lui. C'est ce qu'on appelle le pari de Pascal. Mais il y a une troisième voie. Il y a une troisième voie qui est celle d'auteurs comme Cyrano de Bergerac ou Saint-Évremond. Alors évidemment, vous ne les connaissez pas, ceux-là. Corneille Racine, oui, mais Saint-Évremond et Cyrano de Bergerac, non. Non. Pourquoi ? Parce que justement, c'est des auteurs athées. Et que nous sommes dans un siècle qui n'est pas un siècle qui accepte la liberté de croyance. Saint-Évremond, c'est un auteur de théâtre. Il a d'abord été exilé par Louis XIV dans son château au centre de la France, puis ensuite, pendant 40 ans, il a été expulsé de France et a vécu en Grande-Bretagne. Saint-Évremond, il pense que l'homme n'est pas conditionné par Dieu, qu'il n'y a pas de divinité qui régit le monde, et c'est ce qui s'exprime dans ses pièces de théâtre. Et c'est la même chose pour Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, il est ce qu'on appelle libertin. Libertin, ça veut dire qu'il s'est libéré des croyances de son temps. Libertin, ça vient du latin libertinus, qui est le nom qu'on donne aux esclaves qui ont été affranchis, qui ont été libérés par leur maître. Ils n'ont plus de chaînes. Donc les libertins, c'est ceux qui n'ont plus de chaînes. Alors ça peut être les chaînes de la morale, c'est le sens qu'on a gardé par la suite, c'est ceux qui dérogent aux règles du mariage. Mais c'est aussi des règles de religion. Les libertins, c'est ceux qui se sont affranchis de la religion. Cyrano de Bergerac, il écrit une pièce de théâtre qui s'appelle La mort d'Agrippine. Et dans cette mort d'Agrippine, nous avons une opposition entre Agrippine, c'est une impératrice romaine, c'est la mère de Néron, et son ancien, qu'on appellerait Premier ministre, allié, qui s'appelle Séjan. Il s'oppose, Séjan finit par perdre, il est enfermé dans une prison, et Agrippine vient le voir et lui dit « tu vas mourir ». Et Séjan répond une chose tout à fait étrange. Il lui dit ça ne me fait pas peur, parce que tant que je suis vivant, et donc je n'ai pas à m'inquiéter. Puis quand je serai mort, je ne serai plus vivant. Je ne sentirai plus rien, donc je n'ai pas à m'inquiéter non plus. C'est la négation de l'existence d'une vie après la mort, ou d'un état quelconque après la mort. Et ça, c'est tout à fait inadmissible dans ce XVIIe siècle. Et le dialogue continue. Elle lui dit « Mais tu n'as pas peur pour ton âme ?» Et il répond « Nous sommes poussière, nous redeviendrons poussière. Après, quand le corps meurt, il n'y a plus rien. » Négation de l'immortalité de l'âme. Cyrano de Bergerac envoie sa pièce au Premier ministre de l'époque, qui s'appelle Richelieu, en lui demandant d'autoriser la représentation de la pièce, en lui demandant même de préfacer la pièce. Richelieu, qui est cardinal, donc c'est la plus haute autorité de l'Église catholique, le fait enfermer à la Bastille. Alors pourquoi je fais ce long détour sur Racine, Corneille et quelques auteurs moins connus? Eh bien, c'est pour vous montrer que dans la littérature, on peut débattre. On peut débattre de sujets qui sont des sujets un peu fins, un peu en opposition, mais qu'il y a des sujets dont on ne peut pas débattre. Vous pouvez croire en Dieu d'une certaine façon, vous pouvez croire en Dieu d'une autre façon, mais ne pas croire en Dieu, ça, c'est pas possible. Je vous rappelle que sous Louis XIV, on brûle encore les athées, on brûle les homosexuels, on brûle les sorcières. Bon, voilà, il y a tout un ensemble d'individus qui sont considérés comme ne pouvant pas appartenir au corps social, qui doivent être expulsés du corps social, qui doivent être éliminés.
Cyrano de Bergerac, il comprend donc très très bien que s'il veut exprimer ses idées, il doit passer par autre chose que la littérature normale. Et ce qu'il va développer, c'est une autre forme d'expression de sa pensée, c'est la littérature fantastique. Puisque je ne peux pas dire que j'ai le droit de croire à ce que je veux et j'ai le droit de nier ce que je ne veux pas croire, eh bien, je le dirai, mais je le dirai sous ce masque qui est celui de la littérature fantastique. Dans le petit livret de cours que vous avez, page 5, vous avez un extrait de Cyrano de Bergerac, et c'est celui-là que nous allons regarder. C'est un extrait d'un de ses deux grands romans. Le premier, c'est Voyage dans les empires de la Lune. Ça se passera sur la Lune, donc. Et l'autre, c'est Voyage dans les empires du Soleil. Ça se passera sur le Soleil. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Eh bien, notre personnage arrive sur la Lune. Et sur la Lune, il constate qu'il y a des États, qu'il y a des nations, comme sur Terre. Ça le surprend. Et il s'aperçoit que tout est inversé. Là-bas, quand on tombe sur un criminel, on le noie. Alors, c'est ridicule. Mais, par miroir, qu'est-ce qui se passe chez nous? On le brûle. Ben, c'est tout aussi ridicule. Quand on tombe sur un criminel, on l'habille d'une pauvre robe de bure, on le met dans une charrette et il est tiré par tous les autres criminels à travers la ville. Ça, c'est ce qui se passe chez nous. Qu'est-ce qui se passe sur la Lune? Eh bien, on l'habille en empereur, on le met dans un magnifique carrosse plein de pierres précieuses, et c'est les princes de la famille royale qui tirent le carrosse. C'est ridicule. Mais n'est-ce pas ridicule aussi de mettre les criminels dans une charrette et de les faire défiler à travers la ville? Et tout ce qui se passe sur la Lune va être inversé par rapport à ce qui se passe sur Terre. Et parce que c'est ridicule sur la Lune, ben ça devient ridicule sur Terre aussi. Quand on rencontre le roi, on se met à plat sur le dos. Pourquoi? Ben parce que c'est aussi ridicule que ce qu'on fait en France, on se met à plat ventre devant le roi. C'est ridicule, là aussi. Je vous rappelle que Louis XIV, c'était quand même quelqu'un d'un peu particulier, qui, à Versailles, avait interdit aux courtisans de tourner le dos à ses statues ou à ses portraits. Vous arrivez dans une salle, il y a un portrait de Louis XIV, vous ne pouvez pas lui tourner le dos, vous êtes obligé de circuler en étant toujours face au portrait du roi. Donc, bon. Il y a donc inversion. Donc on va comprendre comment le système français dysfonctionne en regardant le système lunaire, mais surtout, nous allons avoir un procès. Parce que les habitants de la Lune, voyant ce terrien, sont très surpris. Ils pensaient que la Terre était la Lune, et non pas la Lune. Et on va donc attaquer Cyrano de Bergerac, le voyageur, sur la Lune en lui disant « Tu n'as pas le droit de dire que tu viens de la Terre parce que c'est pas possible. » On va lui faire un procès. Un procès parce qu'il s'exprime de manière contraire à ce qu'on croit. Et le texte que vous avez là, c'est justement le texte de ce procès. Alors on va le lire et puis je vais faire quelques commentaires sur ce texte. Les prêtres, cependant, furent avertis que j'avais osé dire que la Lune était un monde d'où je venais, et que leur monde à eux n'était qu'une lune. Donc il dit, je viens de la Terre. Alors c'est impossible. Donc, on l'arrête. Ils crurent que cela leur fournissait un prétexte assez juste pour me faire condamner à l'eau. C'était la façon d'exterminer les athées. Nous, on les brûle, eux, ils les noient. Ils vont donc en procession à cette fin faire leur plainte au roi, qui leur promet justice. On ordonne que je serai mis sur la sellette, c'est-à-dire je serai accusé au tribunal et jugé. Mais voilà, il va se passer quelque chose de très bizarre. C'est que quelqu'un va défendre notre accusé. Et il va le défendre en développant deux arguments.
deux arguments très intéressants l'un et l'autre qui vont faire qu'on ne va pas pouvoir le condamner. Le premier argument, c'est de dire, si c'est un animal, si cette créature que nous jugeons n'est pas douée de raison, on ne peut pas le condamner. Parce que si on condamnait tous les fous, si on condamnait tous les animaux, si on condamnait tous ceux qui n'ont pas de raison, beaucoup de personnes passeraient à l'eau, seraient condamnées au bûcher. Donc soit il est fou, quelqu'un on ne peut pas le condamner. Et il peut bien dire ce qu'il veut, de toute façon il est fou. Soit il n'est pas fou. Mais s'il n'est pas fou, il exprime un avis, et qui sommes-nous pour juger de son avis? S'il est doué de raison, son avis vaut l'avis de n'importe qui. Autrement dit, on va le défendre en disant, puisqu'il arrive à exprimer son avis, tous les avis se valent, nous ne pouvons pas condamner les individus là-dessus. C'est donc la revendication de quelque chose qui n'existe pas du tout en Europe à cette époque-là, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté surtout de conscience. On a le droit d'exprimer son avis sans avoir peur de la prison, de la torture ou de la mort. Me voilà donc décagé, sorti de ma prison. Le grand pontife, le grand prêtre, prit la parole et plaida contre moi. Je ne me souviens pas de sa harangue, son discours, à cause que j'étais trop épouvanté pour recevoir les espèces de la voix sans désordre. Il est perturbé, il ne comprend plus ce qu'on lui dit, mais aussi pour une autre raison, c'est que, comme le monde est un peu inversé par rapport aux nôtres, il parle, c'est lunaire, on appelle ça aussi des sélénites, c'est le nom grec de la lune, séléné. Ils parlent au moyen d'instruments de musique. Quand ils ont quelque chose de doux à dire, ils prennent une petite flûte. Quand ils ont quelque chose de très important à dire, ils prennent un gros trombone, une grosse caisse, ou un tambour. Donc ils s'expriment en faisant de la musique. C'est sélénite. Donc notre héros ne comprend pas bien, aussi parce qu'il s'était servi pour déclamer d'un instrument dont le bruit m'étourdissait. C'était une trompette qu'il avait tout exprès choisie, afin que la violence de ce ton échauffât les esprits à ma mort. Il fait beaucoup de bruit pour inciter à ce qu'on le tue. Et Cyrano de Bergerac, qui est un individu critique, mais aussi fin, ajoute une information. C'est comme ça que cela se passe dans nos armées. On fait donc de la musique avec des tambours, où ce tintamarre de trompettes et de tambours empêche le soldat de réfléchir sur l'importance de sa vie. Pourquoi on fait de la musique dans l'armée? Eh bien, on fait de la musique dans l'armée pour se battre, parce que comme ça, eh bien, vous oubliez que vous êtes un homme et vous allez à la mort sans prendre conscience que vous êtes en train d'aller à la mort. Quand il eut parlé, je me levai pour me défendre, mais je en fus délivré de la peine par une aventure que vous allez entendre. Comme j'avais déjà la bouche ouverte pour me défendre, un homme qui avait eu une grande difficulté à traverser la foule vint tomber aux pieds du roi et se traîna longtemps sur le dos. Donc devant le roi, il se met sur le dos, comme nous, on se met sur le ventre. Cette façon de faire ne me surprit pas, car je savais depuis bien longtemps que c'était la posture où il se mettait quand il voulait discourir en public. Nous, pour parler aussi, on se lève. Eux, ils se couchent. Bon. Juste, dit-il, écoutez-moi. Vous ne sauriez condamner cet homme, ce singe, ce perroquet, pour avoir dit que la lune était un monde où il venait, car s'il est homme, et même s'il n'était pas venu de la lune, puisque tout homme est libre, ne lui est-il pas libre de dire ce qu'il voudra? Et oui, si nous avons en face de nous un être humain, si nous avons un individu, si nous avons notre semblable, eh bien, il a le droit de dire tout ce qu'il veut. Même les pires bêtises. Sur cette lune, qui est donc l'inverse de la Terre, on a la liberté d'expression. On a la liberté de conscience. On peut dire ce qu'on veut. Évidemment,
Effet miroir, ce n'est pas du tout vrai dans la France de ce XVIIe siècle. Donc, premier argument, vous ne pouvez pas le condamner parce que c'est un homme. Et donc, il a le droit de dire ce qu'il veut. Mais, continue le juge, j'ai maintenant à vous prouver qu'il ne doit pas être condamné si vous le mettez dans une autre catégorie que celle des hommes, à savoir celle des bêtes. Car supposez que ce soit un animal sans raison. Quelle raison vous-même auriez-vous de l'accuser d'avoir péché contre la raison? S'il n'a pas de raison, on ne peut pas l'accuser d'être non raisonnable. Si ce n'est pas un humain à part entière, eh bien, vous n'avez pas à l'accuser d'un crime qui serait un crime d'humain. Vous devez le laisser libre. Et il prend un exemple qui est extrêmement contestataire de la religion. En vérité, messieurs, si vous rencontriez un homme qui veilla à la police, qui ferait la surveillance d'une fourmilière, pour tantôt donner une baffe, un soufflet, à une fourmi, tantôt en empoisonner une autre, tantôt mettre en procès une troisième fourmi, ne l'estimeriez-vous pas insensé de vaquer à des choses trop en dessus de lui? Est-ce que vous pensez que Dieu vous surveille? Est-ce que vous pensez que Dieu, il surveille chacun d'entre vous, il vous regarde et il sait en permanence ce que vous avez fait? S'il y a un Dieu qui dirige l'univers, est-ce que ce Dieu qui dirige l'univers, il s'occupe, comme cet homme-là, à réprimander fourmi par fourmi? Ou est-ce qu'il est d'une telle hauteur, d'une telle puissance, que des petites créatures comme nous, ça ne l'intéresse pas? Et donc, cet avocat qui vient défendre le personnage, là, il émet une contestation majeure sur l'existence de Dieu. Si Dieu est tout-puissant, il est comme nous, un homme, et s'il juge les hommes, il est comme nous, un homme qui jugerait des fourmis. Ce qui serait ridicule. Et donc il est tout aussi ridicule de juger des fourmis qu'il est ridicule de penser que Dieu nous juge. Le bûcher, assurément, pour Cyrano de Bergerac, si ce n'était pas un texte qui se passe sur la Lune avec des créatures bizarres et mystérieuses. Que se passe-t-il donc? Donc les juges sont bien embêtés, ne vont pas le condamner, mais au dernier moment quand même, il faut maintenir l'ordre social. Le roi prononça le verdict suivant. Dorénavant, je serai censé homme, je serai nommé homme. Comme tel, je serai mis en liberté. La punition d'être noyé serait modifiée en une amende honteuse, parce qu'il n'est pas d'amende honorable sur la Lune. Dans cette amende, je me dédierai publiquement d'avoir enseigné que la Lune était un monde dont je venais. Pourquoi? Eh bien, à cause du scandale que la nouveauté de cette opinion aurait pu causer sur les esprits faibles. Donc on le condamne, pas parce qu'il a tort, mais parce que ce serait trop difficile d'admettre ce qu'il dit. Cet arrêt prononcé, on m'enlève hors du palais, on m'habille, par ignominie, fort magnifiquement, on me porte sur la tribune d'un superbe chariot, traîné que je fus par 4 princes, qu'on avait attachés aux joues, donc on le fait défiler magnifiquement à travers la ville, et il est obligé de dire quelque chose. Peuple, je vous déclare que cette lune ici n'est pas une lune, mais un monde, que ce monde de là-bas n'est pas un monde, mais une lune. Et il ajoute, tel est ce que les prêtres trouvent bon que vous croyez. On est sur la lune, donc après tout, il a encore son libre esprit. Donc il dit, voilà ce que on m'oblige à vous dire. Voilà, je cède. Voilà ce qu'on veut que vous croyez. Donc la littérature fantastique, elle va servir premièrement à contrer la censure, et en particulier une forme de censure qui est celle qui concerne la liberté de penser.
A-t-on le droit de croire ce que l'on veut? La réponse est non. C'est non. Non. Il faut attendre très tardivement en France pour que cette idée que nous avons une liberté de choisir notre religion et même de ne pas en avoir apparaisse. Il faut attendre le 19e siècle. Il faut attendre la Révolution française. Donc, les auteurs, ils vont trouver ce biais qui est la littérature fantastique, les sorcières, les fantômes, les rêves, les habitants de la Lune, les habitants des époques lointaines, pour arriver à dire « moi je crois en Dieu, mais d'une telle façon » ou « moi je ne crois pas en Dieu ». Autre exemple que vous avez, donc c'est le texte qui suit, c'est Jonathan Swift. Alors Swift, c'est un personnage très intéressant dans la littérature britannique, c'est le siècle d'après, c'est 1720. C'est un auteur qui est pasteur, donc il est ministre de la religion protestante, il est franc-maçon, il est auteur de tout un ensemble de textes, dont en particulier un qui est très très célèbre, c'est les Voyages de Gulliver. Les Voyages de Gulliver, et là aussi c'est un principe qui est purement fantastique. Le personnage est un médecin sur un bateau, le bateau va faire naufrage, tout un ensemble de fois, et à chaque fois il tombe sur une île bizarre, une île étrange, une île mystérieuse, qui va lui permettre de développer des attaques contre son siècle ou son époque. Le plus connu des Voyages de Gulliver, c'est celui dans lequel il tombe sur une île peuplée de toutes petites créatures qu'il appelle des Lilliputiens. Il est donc géant parmi des créatures toutes petites, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont très très intéressantes d'îles. Une île volante peuplée de scientifiques qui croient que le monde va s'arrêter, parce qu'ils ont fait des calculs. Et ils s'aperçoivent que le monde ne s'arrête pas. Alors ils en sont tous très déçus. C'est sur la science. La science, il y a un moment où il faut qu'elle reste les pieds sur terre. La science, elle doit aider l'humanité. Elle ne doit pas s'amuser à faire des calculs qui ne servent à rien ou tenter de pousser les données scientifiques jusqu'à un point tel que l'humanité serait en danger. Une autre fois, on tombe sur une île où on a percé le secret de l'immortalité. Presque. Parfois, dans une famille, naît un individu qui est immortel. Super. Mais en fait, pas super du tout, parce que cette immortalité, c'est celle non pas de l'âme, de l'esprit, mais c'est celle du corps. L'individu immortel, il ne vieillit pas. Mais à 80 ans, comme tous les humains, il est gâteux. Voilà, il est gâteux, sucre les fraises. Donc c'est la malédiction de toutes les familles d'avoir un immortel. Parce que vous avez quelqu'un qui pendant 80 ans va être en forme, et puis après, pendant des centaines d'années, des milliers d'années, vous allez devoir vous occuper d'un papy ou d'une mamie complètement gâteuse, qui sucre les fraises, dont on ne peut rien faire, parce que de toute façon elle est immortelle, donc elle ne mourra jamais. Bon, il y a plein d'îles comme ça, une île sur laquelle il y a une académie, dans laquelle on cherche le secret de la nature, le principal savant, il broie des concombres pour essayer d'en extraire les rayons du soleil. Pourquoi pas? Et il y en a un autre qui a compris très bien comment les aliments deviennent des excréments, principe de la digestion, mais il voudrait inventer le principe inverse, comment à partir des excréments on fabrique des aliments. Et donc il collecte partout les excréments pour les analyser. Bon, chez les Lilliputiens, que se passe-t-il? Bien, chez les Lilliputiens, nous allons avoir une critique extrêmement forte, extrêmement ferme, extrêmement précise de deux éléments, qui sont d'abord l'absolutisme royal, c'est-à-dire le fait que le roi a tout pouvoir, c'est tout à fait inadmissible, et puis surtout, de l'imposition de croyances dans le domaine religieux. Le roi n'a pas à se mêler des affaires religieuses, il doit se mêler de ses affaires à lui, mais pas de l'esprit, pas de la morale, pas de la religion de ses croyants. Et nous allons le voir à travers ce petit texte, donc vous avez toujours, alors c'est la page suivante, c'est page 6, Swift, Jonathan Swift est le libre arbitre. Gulliver rencontre un des ministres de cette île de Lilliput,
les Lilliputiens, Lilliput. Et il va lui expliquer qu'ils sont en guerre depuis toujours avec l'île voisine qui s'appelle Blefuscu. Pourquoi? Eh bien pour une raison tout à fait étrange. Ces deux formidables puissances se trouvent, donc Lilliput et Blefuscu, se trouvent engagées depuis 36 lunes dans une guerre à mort. Voici quelle en fut l'occasion. Chacun sait qu'à l'origine, pour manger un œuf à la coque, on le cassait par le gros bout. Or, il advint que l'aïeul de notre empereur actuel, étant enfant, voulut manger un œuf en le cassant de la façon traditionnelle et se fit une entaille au doigt. Sur quoi l'empereur, son père, publia un édit ordonnant à tous ses sujets, sous peine de sanctions les plus graves, de casser leurs œufs par le petit bout. Cette loi fut si impopulaire, disent nos historiens, qu'elle provoqua 6 révoltes, dans lesquelles un de nos empereurs perdit la vie, un autre sa couronne. Qu'est-ce que c'est que ces empereurs qui décident de comment on doit manger? Qu'est-ce que c'est que ces empereurs, ces rois qui décident dans le plus petit détail ce que l'on doit faire au quotidien? Donc nous avons là une contestation du pouvoir royal. Le pouvoir royal doit gérer l'État, mais ne doit pas s'intéresser aux éléments les plus fins, les plus quotidiens de la vie. Ces soulèvements avaient à chaque fois l'appui des souverains de Blefuscu, et lorsqu'ils étaient écrasés, les exilés trouvaient toujours refuge dans ce royaume. On estime à 11 000 au total le nombre de ceux qui ont préféré mourir plutôt que de céder et de casser leurs œufs par le petit bout. Alors, deuxième dénonciation, c'est l'état de l'Europe. Quand un pays a des opposants, eh bien, il trouve refuge dans le pays d'à côté. Les États jouent les uns contre les autres. Mais dénonciation encore du fanatisme. 11 000 personnes ont préféré mourir plutôt que de casser leurs œufs de manière différente de ce qu'ils faisaient. Fanatisme, c'est quand on considère qu'un élément est indépassable et qu'on doit tuer ou être tué pour ne pas changer ses habitudes. Et quelle est l'habitude là? C'est l'habitude de manger des œufs. Donc c'est tout à fait ridicule. Condamnation de l'absolutisme royal, condamnation de la politique entre les États qui soutiennent les uns et les autres leurs opposants, condamnation du fanatisme qui ravage les États d'Europe. On a publié sur cette question controversée plusieurs centaines de gros volumes, mais les livres des gros boutiens, ceux qui veulent manger leurs œufs par le gros bout, sont depuis longtemps interdits, et les membres de la secte écartés par une loi de tout emploi public, condamnation de fonctionnement comme celui de Louis XIV, qui chasse tous les protestants hors du royaume, hors de l'administration, hors de l'armée. Je vous rappelle que c'est ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale en France, mais pas sur les protestants, sur les juifs. Donc 1723 ce texte, mais 220 ans plus tard, la France était encore là-dedans. Au cours de ces troubles, les empereurs de Blefuscu nous ont à maintes reprises fait des remontrances par leurs ambassadeurs, nous accusant d'avoir provoqué un schisme religieux et d'être en désaccord avec les enseignements de notre grand prophète, Lustrog, ce qu'il dit au chapitre 54 du Blune de Kral. Alors voilà qu'ils ont, ces Lilliputiens et ces Blefusciens, ils ont le même Dieu, et avec le même Dieu, le même prophète, et le même livre sacré. Et les Britanniques, les Espagnols, les Français, les Allemands, ils sont tous chrétiens, ils ont un seul Dieu, ils ont tous Jésus-Christ en commun, ils ont tous la Bible. Mais ils se font la guerre en permanence. C'est ridicule. Et qu'est-ce qui nous dit que c'est ridicule? C'est que les Lilliputiens, et c'est l'effet miroir, les Lilliputiens, ils ont un texte sacré, c'est pas la Bible, c'est le Bund de Kral. Ils ont un prophète, c'est pas Jésus-Christ, c'est qui? C'est Lustrog. Ils ont une religion, donc, mais ça n'empêche qu'ils se font la guerre.
Et ils se font la guerre sur quoi? Sur des détails ridicules. Que dit le Brune de Kral sur la façon de manger les œufs? Tous les vrais fidèles casseront leurs œufs par le bout le plus commode. Et donc les uns interprètent cette phrase d'une façon, les autres interprètent cette phrase d'une autre façon. Et ça justifie le fanatisme, la guerre, l'absolutisme. Quel est le plus commode? On doit à mon humble avis, et c'est donc le ministre qui parle de Lilliput, on doit à mon humble avis laisser à chacun le soin, donc décider selon sa conscience. Et donc voilà la phrase qui termine cet extrait. Sur Lilliput, on devrait avoir la liberté de choix, la liberté de croyance. Ce qui est donc impossible dans cette Europe du XVIIIe siècle. Alors, Swift, il y a des limites qu'il ne peut pas dépasser, bien qu'il soit britannique lui aussi, et que les Britanniques aient été beaucoup plus libres sur la liberté de penser, parce que beaucoup plus tôt que nous, ils ont mis des cadres au pouvoir royal. Vous savez qu'à l'époque de Louis XIV, nous avons un roi tout-puissant, mais à l'époque de Louis XIV en Grande-Bretagne, eh bien, on guillotine le roi quand il veut avoir trop de pouvoir. Ça n'empêche que ça donne une guerre de religion, une guerre civile, mais enfin, il y a des tentatives de limitation du pouvoir royal. N'empêche que Swift, il faut bien qu'il reste dans certaines mesures. Et les mesures qui sont les siennes, c'est les croyances de son époque. Et donc c'est sur des îles lointaines, peuplées de créatures grandes de 10 cm de haut, qu'il affirmera sa grande idée. L'homme doit être libre de ses choix. Il doit avoir non pas un serf-arbitre, un arbitre, un jugement esclave, mais un libre arbitre. Il doit choisir ses croyances. Et puis des avis politiques aussi, sur lesquels nous reviendrons dans notre cours suivant, qui sont donc la deuxième grande contradiction de la censure par le fantastique, qui est le domaine politique. La littérature fantastique, pourquoi est-ce qu'on écrit du fantastique? Pour contrer le pouvoir en place, pour dire ce qu'on n'a pas le droit de dire, pour contrer la censure. Et donc dans un premier grand domaine, c'est le domaine de la religion, c'est oser dire que nous sommes des êtres raisonnables, oser dire que nous sommes des êtres de pensée, oser dire que nous avons des jugements, et que nos jugements doivent être libres, comme notre expression. À l'époque de Louis XIV, quand on est Racine, quand on est Corneille, et qu'on défend des façons de croire en Dieu, on est toléré. Quand on est Cyrano de Bergerac, et qu'on défend une non-croyance, eh bien on est emprisonné. Donc cette idée-là, celle de la non-croyance, elle sera exprimée dans des œuvres qui se cacheront sous un masque, et ce masque, c'est celui de la littérature fantastique. Il se passe des choses impossibles. Donc, bien sûr, on comprend ce que veut dire l'auteur. Mais il est plus difficile de le poursuivre, de l'attaquer, de l'emprisonner. Voilà pour aujourd'hui. Le cours suivant aura donc pour sujet la littérature fantastique et la contestation politique. Au revoir à vous.